Histoire courte numéro 1. À la recherche de la valeur perdue. Tout a commencé le jour où j'ai compris que je n'étais pas jolie. Je devais avoir 8 ans. Ma mère venait de me couper les cheveux très courts. Elle ne supportait plus mes cris de douleur chaque fois que j'allais chez la coiffeuse ou qu'elle voulait mettre la main dans ma touffe. C'était une des pires punitions que l'on pouvait infliger à une petite fille noire. À chaque coup de ciseau, j'avais l'impression que c'était un bout de mon âme qu'on découpait en morceaux encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ressemble à de la viande hachée. J'aurais dû penser à déplacer mon âme de mes cheveux et la mettre plutôt dans mon cœur. Mais quand on est jeune, on ne pense pas. Ce n'était pas tant que je ne supportais pas assez la douleur. C'était que mes cheveux étaient aussi secs que la Californie en pleine sécheresse. Jamais aussi ensoleillés, malheureusement. Personne ne savait quoi faire de mes cheveux. J'étais pourtant entourée de femmes noires, celles qu'on aime appeler sorcières. Mais personne n'avait la magie au bout des doigts pour soigner mes cheveux en colère. Chaque jour, je sentais le peu d'estime qu'une enfant pouvait avoir pour elle-même s'envoler chaque fois que mon identité sexuelle était mal comprise. En même temps, les vêtements que j'avais sur le dos ne jouaient pas en ma faveur. Et voilà pour toi, jeune homme. Bonne journée. Ce sera tout, mon petit. Aujourd'hui encore, l'idée de couper mes pointes quand elles sont abîmées réveille en moi des souvenirs douloureux. À l'école, j'avais déjà saisi que les petites filles dans mon genre n'avaient jamais d'amoureux. On avait le droit de regarder de près, c'était déjà bien. Puis, j'ai eu 16 ans, la puberté. À cet âge, j'avais déjà pris l'habitude de me faire traiter de grosse vache ou de grosse tout court. C'est drôle parce que quand j'y pense aujourd'hui, j'étais plutôt dans la normale. Je repense à toutes ces nuits d'adolescence où je me suis détestée et je ris, pour ne pas pleurer encore. Putain, qu'est-ce que j'étais stupide. Je n'étais pas la plus grande, soit, ni la plus mince, c'est clair. Pas la plus drôle non plus, ni la plus charismatique. Au moins j'étais intelligente. Sur le papier, je veux dire. J'étais sûre d'avoir un diplôme d'une bonne école et d'avoir un travail qui paie bien. J'attends toujours la réalisation de cette prophétie que j'étais censée réaliser 10 ans plus tard. Au moins j'avais quelque chose d'unique. C'est un garçon que j'aimais bien qui me l'avait dit. C'est pas que t'es moche. Disons que t'as un physique peu commun. J'étais aux anges. Stupide. L'avènement des réseaux sociaux n'a pas aidé mon cas. Tout ce qui intéressait les mâles de l'époque, c'était les métisses, les blanches, boucles d'or, cheveux bouclés, taille 36 avec des fesses et une forte poitrine. Des chimères 2.0 en sortent. Je me rappelle encore des hashtags «Tout est noir sauf nos meufs» ou de la fois où on a comparé mes cheveux crépus à un tapis. Oui. J'étais persuadée que tous ces mots n'avaient créé en moi qu'une gêne occasionnelle. Des paroles de gens que je ne connaissais pas et qui ne pouvaient pas m'atteindre à travers un écran. Je ris encore chaque fois que je calcule les milliers d'euros que j'ai dépensés à cause de ma thérapie. Il n'y a pas plus bel investissement que soi-même, n'est-ce pas? Mes parents ne cessaient de me rappeler que je devais faire attention à chaque aliment que j'ingurgitais. C'est peut-être de là que j'ai commencé à compter chaque calorie ingérée. Sans succès, parce que je suis toujours une grosse vache. Je n'ai jamais vraiment été bonne en maths, de toute façon. J'étais même incapable de passer de l'autre côté. Tous ces gens sur Internet qui perdaient 40 kilos en un an, ce n'était pas moi. Je n'avais ni le temps, ni l'énergie. Et puis les salles de sport éveillaient en moi une anxiété aux effets physiques désastreux. J'ai donc grandi en intégrant que je ne faisais pas partie des jolies de ce monde. Je me suis habituée à mon physique particulier. Je me suis accrochée à ce sentiment comme une danseuse cinquantenaire n'ayant pas eu de succès s'accroche encore à ses rêves de gloire. J'ai tout essayé. M'affamer pendant plusieurs semaines, éclaircir ma peau sur les photos postées sur internet, me ruiner en maquillage, aller à la salle de sport, faire des abdos tous les matins, enfin pendant 3 jours. Le dernier effort est très vite tombé à l'eau.
Mes réveils sont des plus mouvementés, des plus expéditifs, des plus anxiogènes et surtout des moins attendus et des plus décevants. Dans mes jours de lucidité, j'arrive à me voir pour ce que je suis vraiment physiquement et mentalement. Standard de beauté européen mis à part, je n'étais pas si hideuse. Les tresses que j'avais souvent sur la tête adoucissaient mon visage et le rendaient moins rond. Mes yeux en amande ne rendaient mon regard que plus magnétique. Je savais que beaucoup de mes sœurs tueraient pour mon petit nez. Certaines disaient que j'avais de la chance de ne pas l'avoir épaté. Je dis que je ne sais pas si c'est une chance d'avoir un nez similaire à ceux des Blancs. Mon père me racontait que, du pays d'où je viens, pendant la colonisation, il ne fallait pas regarder le nez des Blancs trop longtemps, sinon il croyait qu'on se moquait d'eux. Je voyais tous les jours des filles avec des lèvres qui tombaient sur leur menton. Je savais bien que le résultat voulu était mes lèvres pulpeuses qui m'ont valu bien des moqueries quand j'étais plus jeune. J'avais plus de poils que la normale, mais rien qu'une pince à épiler ne pouvait régler. J'avais une forte poitrine et des fesses plutôt dodues, ce qui semblait être à la mode ces derniers temps. Malheureusement, mon ventre n'était pas plat. Certains semblaient aimer ça sur cette chanteuse anglaise, métisse dont j'ai oublié le nom, et que j'oubliais parfois qu'elle chantait. Elle avait une très belle voix, hein, mais elle n'était reconnue que pour son physique. Les hommes avaient toujours eu ce pouvoir de détourner l'attention de ce qui était important. Les personnalités, les carrières, le réchauffement climatique. Tout ça pour vous dire que le jour de mon 25e anniversaire, j'ai pris peur. Une réelle crise d'angoisse. Je venais d'atteindre un quart de siècle, une étape importante dans l'existence d'un être humain, encore plus quand on est une femme, noire, ronde, à la beauté, disons, moyenne. J'avais souvent peur de mourir avant d'avoir senti la peau d'un homme contre la mienne. Soyons honnêtes, je reprends. J'avais souvent peur de mourir vierge. Je n'ai jamais compris pourquoi c'était si important pour moi de vivre une telle expérience. Ce n'était même pas l'acte qui était un objectif, c'est tout ce qu'il y avait autour. Je ne l'ai compris que trop tard. Je voyais mes amis, mes deux jeunes sœurs, la terre entière s'épanouir dans des relations pleines d'amour, recevoir l'attention qu'elles méritaient, tandis que je ne pouvais intéresser un homme sans insinuer qu'il pourrait satisfaire ses besoins primaires en moi. J'étais celle qui assistait constamment aux compliments faits à l'égard de mes comparses. Cette année a été un déclic pour la jeune adulte que j'étais. J'avais passé 1 an à me languir de mon meilleur ami, beaucoup trop beau pour moi. J'avais tout prévu, comme dans les comédies américaines que je passe beaucoup trop de temps à regarder. J'avais perdu 2 kilos. Je me sentais déjà plus légère. Oui, on voyait même presque mes clavicules à nouveau. C'était sûr, il allait enfin remarquer que j'étais celle qu'il lui fallait, celle qui le faisait rire à s'en tordre en deux, celle qui le faisait réfléchir sur les mots de la vie, celle qui l'élevait, la nuit tombée, celle qui l'excitait. Il n'a jamais voulu de moi. Il n'a jamais eu besoin de me le dire, je le savais dès le début. J'ai choisi de m'enfoncer dans mon film. C'est mon autre passion, me faire des films. Je suis devenue plutôt douée à force. J'ai un répertoire varié, du drame à la comédie, en passant par les comédies musicales. Je pourrais concourir aux Oscars dans la catégorie meilleur film pathétique ou meilleur énième film à propos d'un énième homme qui ne lui a pas donné d'attention pour la énième fois. Je trouve que ça ferait une très belle catégorie aux Oscars. Oui, je vise outre-Atlantique. Le cinéma français ne saurait comprendre la complexité qu'est ma douleur. Ce n'est pas assez cliché. J'ai même déjà écrit un discours. This is the first Oscar for Maya B. Jordan. She got incredible reviews for her lifetime of making movies in her damn head of hers. Her work
got her to win 25 years in a row the Golden Globe for imagining the best and worst scenarios in life. Ladies and gentlemen, the Academy Award winner for Best Made-up and Nonsense Film based on crippling anxiety and insecurities, Maya B. Jordan. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. C'est un honneur de recevoir cet Oscar. C'est un honneur d'avoir été nominé aux côtés d'incroyables créateurs que j'admire énormément. Merci à l'Académie d'avoir mis la lumière sur un récit important pour tant de personnes. Je voudrais remercier ma lignée pour les traumas générationnels qu'ils m'ont légués. Je voudrais également remercier les Blancs pour la création du racisme, du colorisme, du misogyne noir que les Noirs ont repris. Je voudrais remercier les créateurs d'Instagram d'avoir engendré une société de perfection physique que je n'atteindrai jamais. Là, c'est la partie où l'émotion est tellement intense que je pleure de manière incontrôlée. Pensez à Libérée en 2002 quand elle reçoit son Oscar. En moins glamour. Oh my god! Je sais que j'en oublie certainement. Je suis désolée, j'ai rêvé de ce moment toute ma vie. Sans eux, je n'aurais jamais pu réaliser ce merveilleux film qui vient de changer ma vie pour toujours. J'espère en tout cas avoir ouvert la voie à d'autres comme moi et qu'on aura l'occasion de voir plus d'histoires de ce genre. Merci beaucoup. Merci encore. Bonne soirée. Une des choses que j'ai toujours admirées chez moi, c'est ma ténacité. Je peux pleurer pendant des heures, tordue d'une douleur mentale que je ressens jusque dans les doigts et au niveau de la cage thoracique, puis me relever et trouver une solution à mon problème. Maintenant adulte, j'ai trouvé une solution à mon manque d'attention, de validation, d'affection, d'amour propre, de confiance en moi. La liste est non exhaustive. 4 fois par semaine, je travaillais dans un strip club dans le 8e arrondissement de Paris. J'avais pris quelques cours dans une énième tentative de prendre contrôle de mon corps et d'avoir plus confiance en moi, mais un nourrisson avait beaucoup plus de force que moi. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Je vivais encore chez mes parents. Je ne payais pas le loyer ni la nourriture. Je ne me faisais pas voler ma modeste fortune d'enfant de classe moyenne par l'État. Je ne payais même pas l'essence des voitures que j'empruntais à mes parents. Les jobs étudiants que j'ai eus payaient suffisamment et je suis plutôt du genre dépensière responsable. Ce travail me permettait pour la première fois d'avoir l'attention masculine que j'ai toujours rêvé de recevoir. Je ne recherchais même pas un amour temporaire, c'était trop en demander. Leur désir, même le temps d'une danse, me suffisait. J'avais besoin d'être vue, d'être touchée à ma guise. J'avais besoin de sentir, de lire des envies animales dans le regard du public quand je grimpais à la barre, que je tournoyais autour, que je dansais, que je caressais mes cuisses dodues, mon ventre musclé mais imposant, mes seins, mes cheveux. J'aimais voir leur émerveillement. J'en étais accro. C'était malsain, c'était maladif. Je savais bien que je manquais de respect à toutes ces femmes qui travaillaient dur pour nourrir leur famille malgré les préjugés et les abus sexuels qu'elles subissaient. Ou à celles qui travaillaient là non pas par nécessité mais par choix. Ça restait un métier difficile, notamment à cause de clients trop audacieux. Je ne retenais que l'immense pouvoir qu'elles possédaient et leur incroyable force physique. J'enfermais vite ma conscience dans une boîte au fond de mon esprit. Dans la pénombre, je pouvais apercevoir des langues qui humidifiaient des lèvres, ou plutôt des langues qui se léchaient les babines. Très souvent masculines, parfois féminines,
Je n'avais plus aucune préférence. Tant que je ressentais leur envie de me posséder jusque dans ma chair, cela me convenait. J'étais frustrée parfois. Non, souvent, tout le temps. Frustrée de ne pas pouvoir complètement assouvir leurs envies, ni les miennes par la même occasion. Je voulais leurs dents dans la chair de mon cou, leurs ongles dans mes cuisses, leur bouche sur mes seins. Je ne dis pas que quand je rentrais chez moi, j'étais complètement à l'aise avec les pensées qui m'animaient. J'aimais être dans l'interdit ou plutôt dans une zone morale grise. De toute façon, personne n'avait besoin d'être au courant. Ce n'était pas un lourd secret que j'avais besoin de partager. Ce n'était pas non plus un secret que j'avais besoin de cacher à tout prix. Au fil des mois, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait que de moi, de mon besoin égoïste de dominer les autres et de créer du désir que je traduisais en affection. Je n'en avais rien à foutre que le mec soit gros ou que la meuf soit poilue. Leur parcelle m'était égale, tout autant que leurs rêves ou leurs craintes. Ils n'étaient pas là pour me partager cette partie d'eux, j'en avais déjà assez. Le plus ironique dans tout ça, en essayant de dominer les autres, c'est eux qui m'avaient à leur service en fonction de l'attention qu'ils voulaient bien me donner. J'ai fini par devenir un monstre insatiable. Je n'ai jamais trouvé ce que je cherchais. Cet amour, le plus précieux et le plus rare, le plus convoité et le plus inébranlable, celui que je me dois.